Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mardi 15 avril. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver encore ce matin. Oui, merci d'être des nôtres pour commencer cette journée. On va parler de sport, on va parler de hockey, entre autres, tantôt, parce que non, le Canadien n'est toujours pas qualifié pour les séries éliminatoires de fin de saison. Hier, l'équipe a entre guillemets, gaspiller une avance et s'est incliné finalement contre les Blackhawks de Chicago. Olivier Pellerin va venir nous parler de ça dans les prochaines minutes. Jean-Philippe Robillard sera avec nous aussi dans la deuxième portion de l'émission. On va revenir ensemble sur cette décision d'une juge fédérale aux États-Unis, une juge fédérale de Boston qui a empêché hier l'administration du président Donald Trump de révoquer le statut légal à plus de 500 000 immigrés, entre autres des Haïtiens. On a vu beaucoup justement d'Haïtiens arriver au cours des derniers jours, entre autres à la frontière avec le Québec et les États-Unis, le Canada et les États-Unis à Saint-Bernard-de-la-Colle, étant donné la fin donc de ce statut légal pour ces réfugiés, ces immigrants aux États-Unis. Jean-Philippe Robillard va venir nous parler des impacts de ça. Déjà avec moi, Vincent Maisonneuve est autour de la table. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Alors voilà que le chef conservateur Pierre Poilievre, hier, il est allé d'une proposition de campagne, d'une promesse, c'est le mot que je cherchais, oui, au sujet des peines à imposer à des criminels qui commettent des tueries de masse. Oui, il revient avec une idée mise de l'avant par Stephen Harper à l'époque où il était premier ministre, c'est-à-dire les peines consécutives pour les criminels les plus dangereux, les tueurs en série, par exemple, ou les tueurs de masse. L'idée, c'est de pouvoir accumuler le nombre d'années avant une libération conditionnelle. Au lieu de 25 ans, ça pourrait monter à 40 ou 75 ans. La Cour suprême avait dit que ça allait à l'encontre, avait invalidé cette loi-là de Stephen Harper en disant que ça allait à l'encontre de la charte. Mais Pierre Poilievre revient à la charge et il propose même d'utiliser la disposition de dérogation pour se soustraire à la Charte des droits et libertés, ce qui serait une première pour un premier ministre. Les autres partis qui ont réagi fortement à cette proposition du chef conservateur. Alors, on va revenir sur cette journée d'hier de campagne électorale dans les prochaines minutes. Maintenant, parlons sport. Qui vient de sauter sur la patinoire. Je pense que j'aurai jamais à le dire ce soir. Nos amis vont le deviner. Et regardez qui a la rondelle! Ma parole, coup de théâtre. Tout y est passé. Tout y était. Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. Alors ça, c'était Ivan Demidov, qui hier a marqué un but à sa première présence dans la Ligue nationale. En plus, avant le but, de récolter une passe. Ça avait permis aux Canadiens de prendre les devants, mais finalement, le CH l'a échappé. En fait, dans le sens inverse. Il a réalisé sa première passe, puis marqué son premier but. Tout ça en première période, alors qu'il n'y avait même pas 10 minutes de jouer, un petit peu plus de 10 minutes de jouer à cette première période pour le Canadien qui menait 2-0 à ce moment. La foule, avant le début du match, attendait la sortie d'Ivan Demidov lors de cet échauffement, ce fameux tour d'honneur fait seul sur la patinoire. Il a été chaudement applaudi, donc on sentait déjà que le tableau était planté pour le match d'hier face aux Blackhawks de Chicago, une des pires équipes de la Ligue nationale. Avec une victoire, hier, le Canadien confirmait sa place en séries éliminatoires et ça a très bien commencé donc avec ses 2 buts marqués, le premier d'Alex Newhook et donc le deuxième d'Ivan Demidov. Et puis par la suite, tout ça s'est un peu gâché avec une performance en demi-teinte du Canadien de Montréal qui perdait plusieurs batailles le long des rampes, en récupération de rondelles. Ça a paru tout au long de la rencontre. Ça a été très difficile pour le Canadien de se faire une place. Ils ont même laissé filer l'avance. C'était 3-2 pour les Blackhawks de Chicago jusqu'en troisième période, alors que Cole Caulfield, un avantage numérique, a tiré vers le filet. Ça a touché Juraj Slafkovský et battu Söderblom donc pour créer l'égalité 3-3. Et on s'est dirigé en tir de barrage. Tir de barrage
un peu bizarre, là, où on a perdu la rondelle à un certain moment. Frank Nazar qui marque, mais les juges de ligne n'avaient pas vu la rondelle, ni dans le filet, à l'arrière du filet ou dans le filet. Puis finalement, à la reprise, on a compris que c'était un but. Ça a été le seul but donc, qui a donné la victoire aux Blackhawks de Chicago. Une victoire de 4-3 dans une soirée, effectivement, qui a peut-être été un peu décevante. On entendait les partisans là, au sorti du Centre Bell commencer à douter un peu. On les entendait, ces doutes, parce que il en faut un autre point. Il reste un match contre les Hurricanes de la Caroline, match qui risque d'être assez relevé, ou une défaite des Blue Jackets de Columbus, mais on entendait hier quand même un peu les doutes. Par contre, dans le vestiaire hier, sans dire qu'on a célébré, mais on a accusé le point décroché dans le match d'hier. Et on continue d'y croire. Je vous invite à écouter Samuel Montembeault qui était devant le filet pour le Canadien hier. Il y a le match, je pense qu'ils jouent demain, eux autres. Mais c'est nous qui contrôlons ce qu'on a contrôlé. Il nous reste un match et c'est do or die. Fait que, comme j'ai dit, il faut l'oublier rapidement. Celle-là, c'est pas terminé. Puis, on va continuer. Je pense qu'on va pratiquer demain. Puis, c'est vraiment le focus sur le dernier match. Et donc, justement, parlant d'Ivan Demidov, il est devenu le deuxième plus jeune joueur du Canadien à marquer lors de son tout premier match dans la Ligue nationale de hockey. Il a dit que c'était fou. On l'a vu même sur le grand écran lorsqu'il a marqué son but. Être un peu soufflé, surpris de l'accueil qu'il reçoit des partisans. Et pour Lane Hudson, il a obtenu son 65e point hier. Il est devenu donc la recrue en défense ayant marqué le plus de points donc dans l'histoire du Canadien de Montréal. Il a passé Chris Chelios hier. Donc ça, c'est peut-être les petits collants au cahier. Mais là, on devra surveiller ce soir, 19h, ce match entre les Blue Jackets de Columbus et les Flyers de Philadelphie. Parce qu'advenant une victoire, je le rappelle, donc les Blue Jackets seraient éliminés. Le Canadien passera en séries éliminatoires. Donc jusqu'à la toute dernière minute. Oui, c'est ça, exactement. Ça aurait pu tellement être réglé hier avec un début de match intéressant. Enfin, c'est pas ça qui est arrivé. Les Canadiennes, elles, terminent la phase de groupe du bon pied au championnat du monde de hockey féminin. Ils ont battu la Tchéquie. Elles ont battu. Victoire de 7-1. Je vous fais ça très rapidement. Donc, dernière victoire pour le Canada dans cette phase préliminaire parce que ça se termine pour elles. Elles devront attendre cette dernière journée d'activité avant de connaître le tableau donc de cette phase éliminatoire. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'au tableau, aux statistiques, là, les 3 premières marqueuses ou les 3 joueuses avec le plus de points présentement, ce sont 3 Canadiennes, Marie-Philippe Poulin, Jennifer Gardner et Laura Stacey, 3 coéquipières de la victoire de Montréal qui trônent au sommet. Et donc ça, c'est de bon augure. On devrait attendre donc la fin de la journée pour connaître le prochain adversaire du Canada pour cette phase éliminatoire. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Véronique, bonjour. Bonjour, Mathieu. Ah, on a eu une belle journée hier. Ça se répète aujourd'hui? Non, c'est sûr que non. Mais ça va revenir. Ça va revenir, Mathieu. On a un long congé à venir. Oui. Il ne sera pas si mal dans l'ensemble. Il y a que la journée de samedi qui sera arrosée. Vendredi, dimanche et lundi, là, journée intéressante, un petit peu à l'image de ce qu'on a connu hier. Ah, c'est bien. Alors, un petit peu d'espoir au bout de la semaine, mais là, il y a un petit coup dur à passer. Mais là, aujourd'hui, quand même pas si pire, là, je dirais 11 à 13 degrés, 15 en Estrie, ça va devenir plus venteux. Oui, il va y avoir quelques averses ce matin, mais par la suite, nuageux, éclairci, venteux, et puis ça va reprendre en fin de journée, début de soirée. Il y aura à nouveau quelques précipitations, petit risque d'orage par endroit. Les vents vont tourner à l'ouest ce soir et cette nuit, on pourra avoir un mélange pluie-neige. On restera autour de 3 à Montréal, donc essentiellement de la pluie, mais 0-1 secteur montagneux, ce qui fait que demain, mercredi, ça va être gris. Pas de soleil durant la journée. On aura un petit mélange là, de pluie, de neige par endroit. Fine pluie, Montréal. Pas grand-chose, 1 millimètre ou 2, mais quand même. Grisounet, venteux de l'ouest et frais, maximum de 5 à Montréal. Ça variera entre 3 et 6 un peu partout. Et pour la journée de jeudi, là, ça va se dégager. 7 à 9 degrés, 11 en Outaouais, 7 à Québec. Donc, le beau temps va s'installer. Il fera assez beau vendredi. On ramène les averses tard vendredi soir, samedi, et on redégage le scénario pour dimanche et lundi. 11 à 14, quand même. Ça se prend bien avec un soleil qui sera présent. En attendant, du côté de l'Abitibi, c'est un petit peu de neige qu'on aura, mélange pluie-neige, mais la nuit prochaine, ça pourrait laisser quelques centimètres. Même chose vers le Saguenay, le lac Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent. Quelques précipitations intermittentes aujourd'hui. 6-7 degrés, un petit peu de neige la nuit prochaine. La Gaspésie, la Côte-Nord, on profite encore d'un ciel variable. C'est une belle journée. 7, c'est le maximum. Mélange pluie-neige à venir la nuit prochaine. C'est ce qu'on a aussi sur le nord de l'Ontario ce matin. Quelques flocons fondants ici et là. Toronto-Windsor, c'est plutôt venteux, nuageux, quelques averses avec un risque d'orage, 8 à 10 degrés. 12 pour Ottawa, même scénario, des averses ce matin, éclaircies par la suite. Et dans l'ouest, la tendance printanière se poursuit. 13 à 19 à Vancouver, 14 à 18 vers Edmonton et Calgary, 16 pour Regina, 7 à Winnipeg et plutôt beau temps dans l'ensemble. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée.
La loi et l'ordre, ça fait certainement partie de la plateforme électorale du Parti conservateur. On a eu encore un exemple hier, Vincent. La semaine passée, il nous parlait de la loi des 3 coups, des 3 prises, 3 strikes en anglais. Pierre Poilievre a proposé maintenant de ramener les peines consécutives pour les criminels les plus dangereux. Ça avait été mis en place ça, par Stephen Harper, invalidé par la Cour suprême. Et là, Pierre Poilievre dit qu'il n'hésiterait pas à utiliser la disposition de dérogation aux clauses non-obstant, ce qui serait une première pour un premier ministre canadien s'il est élu. Tout à fait. Déjà, on sait qu'une personne coupable de meurtre est condamnée à la prison à vie. L'idée, c'est de pouvoir accumuler les années avant toute possibilité de libération conditionnelle. Pierre Poilievre a donné l'exemple du tueur de la Mosquée de Québec qui avait été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 40 ans. C'était en 2017. Mais 5 ans plus tard, la Cour suprême a renversé cette décision qu'elle jugeait qu'elle allait à l'encontre de la Charte, ce qui a ramené à 25 ans le nombre d'années de prison qu'Alexandre Bissonnette doit purger avant une libération conditionnelle. Selon Pierre Poilievre, la Cour suprême est déconnectée, ce sont ses mots, de la volonté des Canadiens. Il n'hésiterait pas à utiliser la disposition de dérogation pour permettre le cumul, justement, de ces sentences-là. On a déjà vu des provinces utiliser ce qu'on appelle parfois la clause non-obstant, mais jamais un premier ministre du Canada n'a utilisé l'outil pour aller à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Sauf que Pierre Poilievre dit qu'il n'hésitera pas pour protéger les citoyens, même que selon lui, sa stratégie ne va pas du tout à l'encontre de l'esprit derrière la Charte des droits et libertés canadienne. Non, je suis en train de renforcer la Charte des droits et des libertés en utilisant la clause 33 pour garder des criminels violents et dangereux en prison et protéger la sécurité et la vie des gens respectueux de la loi. Ça fait réagir les autres chefs. Oui, le chef libéral Mark Carney qui estime que son rival conservateur joue un jeu dangereux en brandissant le recours à la disposition de dérogation. Si on ouvre la porte à des contournements de la Charte des droits, d'autres droits pourraient être bafoués de cette façon-là. Le leader néo-démocrate, Jagmeet Singh, dit qu'il n'irait jamais à l'encontre de la Charte. Et puis, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, trouve que le chef conservateur verse un peu dans le sensationnalisme. Il y a quelque chose de très républicain américain dans la démarche. Ça n'a pas été conçu pour que le fédéral recourt à la clause dérogatoire contre la Charte fédérale. Il y a quelque chose d'insensé, de très ironique là-dedans. Restons sur le Parti conservateur parce que le premier ministre de l'Ontario n'a pas été très tendre avec les responsables de la campagne de Pierre Poilievre. Oui, je vous mets le contexte. La semaine dernière, il y a un proche collaborateur de Doug Ford. C'est l'homme qui a organisé ces 3 dernières campagnes électorales en Ontario. Il s'appelle Corey Teneke. Qui a été très sévère, très critique à l'égard de la direction prise par le Parti conservateur du Canada depuis le déclenchement des élections. Et puis hier, Doug Ford en a rajouté une couche en disant que si le parti de Pierre Poilievre avait utilisé les services d'un stratège comme Corey Teneke, le Parti conservateur du Canada serait en bien meilleure posture et Pierre Poilievre n'aurait pas perdu son avance en seulement quelques semaines. Et Doug Ford a terminé en disant ceci. Sometimes the truth hurts. Parfois, la vérité fait mal entendre, a dit le premier ministre ontarien. Oui, M. Poilievre et M. Ford, peut-être à ne pas inviter à la même fête. Je ne pense pas. Merci beaucoup, Vincent. Bonne journée. Gabriel Lemarquand-Perrault est dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. On va commencer d'abord en parlant de la popularité des chirurgies médico-esthétiques qui commence à en inquiéter certains au Québec. C'est la une ce matin de notre site Internet. La médecine esthétique, comme les injections de Botox, intéresse chaque année de plus en plus d'omnipraticiens et d'infirmières. Un engouement qui préoccupe le Collège des médecins dans un contexte où la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé est loin de se régler. En 2019, selon les différents ordres professionnels
professionnels. 158 infirmières et infirmiers auxiliaires pratiquaient les soins esthétiques. 5 ans plus tard, leur nombre avait plus que doublé. Le nombre de médecins qui ajoutent le laser et les injections à leur champ de compétences, leur champ d'expertise est aussi en constante augmentation. Chaque année, mentionne l'article de Radio-Canada. Mais pour pratiquer des soins esthétiques, les médecins doivent suivre une formation et en informer leur ordre professionnel. En 2019, ces formations comptaient 34 médecins. En 2024, il y en avait 87. D'ailleurs, parlant de santé toujours, c'est la une ce matin du quotidien Le Devoir, de nouvelles lignes directrices pour traiter l'obésité chez les enfants. Ça fait suite à un texte publié hier dans le Globe and Mail et dans la revue Canadian Medical Association Journal, un nouveau guide en matière d'obésité pédiatrique qui est destiné aux familles et aux cliniciens du pays, qui a été publié hier. Et selon ce guide, les médicaments et les interventions chirurgicales devraient être considérés pour traiter l'obésité chez les mineurs au Canada, mais seulement s'ils sont jumelés à une intervention qui cible à la fois l'activité physique, la nutrition et la dimension psychologique. Vous avez un texte aussi dans le National Post ce matin. Et dans le Devoir, on dit que des groupes de pression associés aux compagnies pharmaceutiques qui vendent des médicaments maigrissants comme l'Ozempic ou le Wegovy multiplient actuellement les efforts pour convaincre Québec de rembourser leurs produits. 2 sondages ont aussi retenu votre attention, 2 sondages publiés ce matin dans les journaux. D'abord, un dans le National Post qui nous apprend que la plupart des Canadiens soutiennent le mouvement d'achat local malgré des coûts plus élevés. Le mouvement qui gagne du terrain actuellement selon ce nouveau sondage réalisé par l'Université d'Alousie. 61% des répondants préfèrent les aliments locaux, même s'ils doivent payer 5 et 10% de plus pour des produits frais, des produits laitiers ou de la viande locale. Et lorsqu'on regarde les chiffres, 36% des baby boomers s'attendent à payer plus cher pour des aliments canadiens, alors que la génération Z est la moins enclin à payer plus cher pour des aliments locaux. Autre sondage qui a retenu mon attention cette fois-ci dans le Globe and Mail ce matin, on parle du mouvement séparatisme au Canada. Le discours sur la souveraineté des provinces de l'Ouest doit être pris au sérieux. 3 Canadiens sur 5 pensent que ces discours doivent être pris au sérieux ou plutôt au sérieux. Et chez les électeurs conservateurs, ce sont eux qui sont le plus enclins à dire justement que ces discours doivent être pris au sérieux comparativement aux électeurs libéraux. C'est ce que révèle ce sondage Nanos publié dans le Globe and Mail ce matin. Le sondage qui révèle aussi que 6 Canadiens sur 10 pensent que l'élection fédérale est un mauvais ou un très mauvais moment pour que les chefs des partis fédéraux parlent des provinces qui veulent se séparer du Canada. Alors, sondage Nanos réalisé auprès de 1345 personnes entre le 11 et le 13 avril, marge d'erreur de 2,7% 19 fois sur 20. En une de la presse ce matin, il est question notamment de ces 2500 personnes dans les Laurentides et à Rigaud qui ont été délaissés par leurs fournisseurs d'eau potable. La raison, Mathieu, c'est que leur entrepreneur qui exploitait des aqueducs privés les a subitement abandonnés pour cause de maladie. Le ministère de l'Environnement a demandé aux 12 municipalités qui sont concernées ce matin de prendre la relève, mais sans financement. Et ce qu'on dit dans la presse, c'est que si la vaste majorité des Québécois sont desservis par des aqueducs publics ou des puits individuels, il y a des dizaines de milliers de personnes qui tirent leur eau de petits systèmes privés, des réseaux qui sont souvent vieux, de plusieurs décennies, qui sont généralement l'œuvre de promoteurs qui ont offert ce service en vendant leur lot dans des secteurs ruraux. Donc, vous avez une carte qui détaille les municipalités touchées par cette situation. Voilà, ce matin, notamment Mont-Tremblant, Vallée-des-Lacs, Saint-Sauveur aussi et Saint-Colomban. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. À demain. À cette heure-ci, Jean-Philippe Robillard se joint à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. On va parler de cette décision, et je l'évoquais au début de l'émission, d'une cour américaine. C'est une juge fédérale de Boston qui a décidé de suspendre donc une décision de l'administration du président Trump. C'est cette décision qui va révoquer le statut légal à plus de 530 000 immigrants qui bénéficient d'un permis de travail aux États-Unis. On a parlé de cette situation-là dans les derniers jours parce qu'on a commencé à voir des gens arriver davantage par la frontière, effectivement, pour arriver au Canada. Parmi les gens qui sont visés par cette décision, il y a de nombreux Haïtiens qui envisaient de s'installer effectivement au Canada pour fuir cette mesure du président Trump. Donc, c'est une décision
importante rendue par cette juge fédérale. Oui, c'est un revers, c'est un nouveau revers, un autre revers, Mathieu, contre les politiques d'immigration que cherche à mettre en place le président américain Donald Trump. Alors donc, avec cette décision, la juge de Boston empêche Donald Trump et son administration de révoquer le statut légal de 532 000 immigrés cubains, haïtiens, vénézuéliens et nicaraguayens un statut légal qui leur a permis de rester aux États-Unis et de travailler aux États-Unis depuis 2 ans. C'est un programme spécial, Mathieu, qui a été mis en place par l'ancien président américain Joe Biden et qui a permis donc à tous ces immigrants, principalement des latino-américains, là, de rester aux États-Unis pour 2 ans en raison de la situation des droits humains là, dans leur pays. C'est un programme, on comprendra que l'administration de Donald Trump veut abolir. Alors, sans cette décision, les 532 000 immigrants là, qui ont bénéficié de ce programme auraient dû quitter le territoire américain, les États-Unis, d'ici le 24 avril, là, d'ici jeudi prochain. Et c'est ce qui fait qu'il y en a plusieurs d'entre eux là, qui se tournaient puis qui regardaient vers le nord, qui se disaient, est-ce qu'on va s'installer au Canada? Dans sa décision, bon, on n'a pas tout le détail, mais ce qu'on sait, c'est que la juge estime dans sa décision que l'administration Trump a agi sur la base d'une interprétation erronée de la loi. Selon elle, le gouvernement américain ne peut pas, Mathieu, expulser des immigrants qui vivent légalement aux États-Unis en vertu de programmes gouvernementaux. Dans ce cas-là, c'est un programme spécial qui avait été mis en place, je le disais tantôt, par Joe Biden pour aider ces gens-là. Alors donc, c'est une décision qui a été rendue. Ça va permettre, dans le fond, aux immigrants qui étaient menacés d'être expulsés des États-Unis de souffler un peu. Mon collègue Romain Chuy, vous en souvenez, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était rendu en Floride, où on voit qu'il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude parmi les membres, entre autres, de la communauté haïtienne là, de cet État américain. Oui, c'est ça. En Floride, il disait que les gens avaient carrément peur de sortir. Il y a des magasins qui étaient vides, des rues qui étaient vides. La crainte de se faire expulser. Et pour ces gens-là, ce qu'ils racontaient, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités. Ils ne peuvent pas nécessairement retourner dans leur pays, on le sait, en raison de la situation difficile. Là. On parle entre autres d'Haïti. Bon, donc les demandeurs d'asile en provenance des États-Unis, ceci dit, continuent d'augmenter à la frontière? Oui, il y a ces craintes, dans le fond, qu'on se retrouve aujourd'hui en 2025 avec un chemin Roxham 2.0. Effectivement, au poste frontière de Saint-Bernard-de-la-Colle, il y a plus d'1 millier de migrants là, qui sont arrivés depuis le début du mois d'avril à ce poste frontière-là. Intéressant de voir s'il y a une réaction, peut-être dans les prochaines heures, de Donald Trump à cette décision d'une juge fédérale de Boston. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Bonne journée. Au revoir. Aujourd'hui, Statistique Canada va, entre autres, nous présenter les plus récentes données sur l'indice des prix à la consommation, l'inflation. Donc, on va voir ça un peu plus tard ce matin. Sinon, les chefs des principaux partis politiques sont pas mal, encore une fois, dans la grande région de Montréal en préparation de ce débat en français qui aura lieu demain. Le chef du PLC est à Saint-Eustache dans les Basses-Laurentides, le chef du Parti conservateur à Montréal, tout comme le chef du NPD, le bloquiste Yves-François Blanchet, commence sa journée à Montréal pour la finir à Sainte-Adèle dans les Laurentides avec un rassemblement. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée, bon mardi. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.